Avec l'éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler de ce retrait des Russes de Kherson. Nous sommes en Ukraine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Mercredi 9 novembre, le ministre de la Défense russe a annoncé le retrait de ses troupes de Kherson ainsi que de toute la rive droite du fleuve Dnipro. C'était la seule capitale régionale détenue par les Russes. Alors, Mamadou, qu'est-ce qui, si on peut le dire, justifie cette décision de Sergueï Shoigu? Il faut d'abord se poser la question, est-ce que le retrait sera effectif ou bien est-ce qu'on est dans une stratégie? Parce que le retrait devrait surtout intéresser le président Zelensky et on a vu sa réaction. Il a été extrêmement prudent par rapport à ce retrait-là. Autre chose, dans cette guerre, il ne faut pas qu'on oublie que la stratégie, c'est également parfois dire à l'ennemi, je vais faire ceci, alors que ce n'est pas ce qu'on va faire. Il ne faut pas qu'on oublie que les Ukrainiens ont utilisé cette stratégie dans la même zone, à un certain moment, en disant qu'ils vont contre-attaquer, qu'ils vont reprendre la zone de Kherson. Les Russes ont massé des soldats là-bas. Les Ukrainiens n'ont pas attaqué. Au contraire, ils ont bombardé les ponts, bloquant les Russes à l'intérieur de la zone. De sorte que, est-ce que la Russie n'est pas en train de vouloir utiliser également la même stratégie? Nous sommes partis en espérant que les Ukrainiens vont venir pour qu'ils reviennent les trouver sur place, puisqu'ils ont évacué une bonne partie des populations. On peut bombarder en se posant moins de questions sur ce qu'il va y avoir comme victimes civiles ou pas, etc. Il faut se poser des questions. On est en situation de guerre, que ce soit les Russes, que ce soit les Ukrainiens et surtout les officiels. Quand ils parlent, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que dans la guerre, la ruse est un des instruments qui est très fréquemment utilisé. Alors, beaucoup de pincettes, oui, Mamadou, mais quand on voit la contre-offensive depuis quelque temps des Ukrainiens, on peut se poser des questions et puis on peut s'ouvrir des angles d'analyse. Tout à fait. Le premier angle d'analyse et qui dérange le plus, qu'est-ce qu'on a vu comme résistance de la part des Russes devant cette contre-offensive? Plusieurs fois, on a vu les Russes dire « nous quittons telle zone ». C'est-à-dire comme si les Russes ont refusé de mener le combat. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Le problème, c'est quoi comprendre? Est-ce à dire, comme certains le disent, les Russes ne sont plus en mesure ne sont plus capables de combattre l'Ukraine, leurs soldats sont fatigués, on a tué trop de soldats chez eux, leur matériel n'est pas très fonctionnel, il est obsolète, je ne sais pas, parce que je ne dispose pas des éléments pour pouvoir le dire. Est-ce qu'on est dans une stratégie d'une Russie qui se dit, bon, j'ai déjà pris un certain nombre de territoires, j'ai déjà organisé un référendum, j'ai annexé une partie des territoires de l'Ukraine. Est-ce que c'était ça l'objectif? Donc la Russie peut considérer que l'objectif étant atteint, ce n'est plus la peine de continuer une guerre qui est quand même coûteuse pour tout le monde, hein, pas seulement l'Ukraine, mais la Russie et ailleurs même dans le monde, etc. Il y a cet angle-là qui est là. Il y a l'autre angle, est-ce que le fait que de plus en plus les Occidentaux, les Américains, se sont mis à former les Ukrainiens, à mettre du matériel militaire à leur disposition, au contraire de ce qu'on faisait au départ où on donnait des casques, des gilets pare-balles, etc. Est-ce que cela également a poussé les Ukrainiens à se dire, mais attendez, on peut parfaitement défendre notre pays dans ces conditions puisque ce qui nous manquait est là et que les Russes se rendent compte qu'ils ne pourront plus peut-être aller plus loin que ce qu'ils ont déjà fait parce que les Ukrainiens ne les laisseront pas faire. Ils ont préféré céder des terrains. L'autre élément, tout le monde le sait, de plus en plus, on a vu le président Macron, on a vu au niveau de l'opinion américaine et d'autres opinions en Allemagne, etc., où les gens disent aux gens carrément, mais il faut demander au président Zelensky d'aller dans le sens de négocier la guerre, ça suffit. Quelle est la bonne option parmi toutes ces options? Je ne saurais le dire parce que la guerre n'est pas terminée. Donc les gens sont toujours dans des stratégies. Alors, ce retrait des troupes russes pourrait avoir comme conséquence de déplacer la ligne de front de l'autre côté du fleuve. On peut carrément délocaliser la guerre. Mais bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit, le fait, il est là.
derrière le fait, d'un point de vue militaire, on se pose des questions, c'est comme si la Russie se rend plus fragile devant l'Ukraine pour cette guerre. Mais comme je dis, on est dans une stratégie militaire. Est-ce que c'est du reculer pour mieux sauter? Ou bien est-ce que c'est du reculer pour ne plus sauter? C'est difficile de le dire à l'heure actuelle. La déclaration est extrêmement récente et il ne faut pas vouloir croire à un officiel dans une situation où on est encore véritablement en situation de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, ça pose ce sérieux problème. Comment la Russie va permettre à l'Ukraine de pouvoir davantage attaquer et de pouvoir récupérer davantage de territoire, alors que on le voit, depuis quelque temps, l'Ukraine est en train de reprendre une partie de son territoire, même s'il faut mettre du bémol dedans. Bon, on en parle comme si ils avaient repris des choses extraordinaires, alors que la Russie n'avait déjà pas pris quelque chose d'extraordinaire. Kherson, par exemple, c'est important, puisque ça fait partie quand même des capitales importantes que la Russie avait eu à occuper. S'ils parviennent à récupérer Kherson, vraiment, ça devient également un pas dans le sens, je ne dirais pas de la victoire, parce que je peux difficilement croire que l'Ukraine va gagner la guerre contre la Russie, mais ça sera une bataille gagnée, à défaut de la guerre en tant que telle. Parlant d'officiel, le général Sourovikine, nommé il y a peu, assure qu'il s'agit là d'une décision compliquée, mais qu'il souhaite avant tout sauver la vie de ses soldats. C'est sans doute un moment où on sait que toutes les parties perdent des soldats dans cette guerre. Alors ce général, peut-être qu'il a compris que cette stratégie ne va pas trop arranger la Russie. Oui, quel est le nombre de morts actuellement? Personne ne sait. Et vous voyez la curiosité, la Russie préfère donner le nombre de morts d'Ukrainiens, les Ukrainiens préfèrent donner le nombre de morts des Russes. Mais une chose est sûre, ceux qui regardent les guerres, ceux qui sont des observateurs de ces questions, considèrent qu'il peut y avoir à peu près 100 000 morts. Quand on dit 100 000 morts, pas d'un côté ou de l'autre, mais de façon générale. Donc, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie. Et c'est déjà un drame pour chacun de ces pays, c'est déjà un drame pour chacun de ces peuples. Et ensuite, continuer à avoir des morts. Pour quel but? Puisque c'est ça aussi. Parce que même à la guerre, comme ce responsable militaire l'a dit, à un certain moment, il faut se poser la question, c'est quoi l'enjeu? Est-ce que la bataille de tel espace vaut le nombre de personnes que je vais devoir payer pour mener cette bataille? Ça également, c'est du militaire. Le repli fait partie de la stratégie militaire. C'est vrai que quand on n'est pas militaire, ça ressemble à une fuite tout simplement, mais le repli tactique fait partie de la bataille militaire. On peut se rendre compte que les conditions ne sont pas réunies, les hommes sont trop fatigués, les conditions même ne sont pas réunies d'un point de vue atmosphérique, il fait trop frais ou bien il fait trop chaud, et refuser de mener une bataille où on sait à l'avance qu'on risque de perdre un très grand nombre d'hommes. En ce moment, effectivement, un militaire responsable évite cette bataille-là, même s'il doit se préparer, si la guerre ne finit pas, à d'autres batailles. Mais Mamadou, depuis quelques semaines, on remarque que les civils ont été évacués de Kherson et les drapeaux russes ont été carrément enlevés de la zone. Mais c'est pourquoi je disais tantôt, sur cet aspect, j'aime bien l'attitude du président Zelensky. Il a dit clairement, les Russes ne vont rien nous donner dans cette guerre. C'est exactement l'expression qu'il a utilisée. Comment interpréter cette chose-là? Pourquoi les Russes avaient occupé cet espace? Pourquoi les Russes ne veulent pas se battre au niveau de Kherson? Pourquoi ils laissent le terrain aux Ukrainiens? Il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'on a miné l'espace? Est-ce qu'il y a un piège qui est tendu là-bas? Est-ce que c'est une sorte de guet-apens pour qu'ils attendent que ces gens-là viennent pour qu'ils leur tombent dessus? Moi, j'aime bien la réaction du président Zelensky. Il n'a pas crié victoire. Il a préféré dire aux gens, soyez prudents parce que le cadeau arrive à un moment tellement inattendu qu'il y a de très fortes chances qu'il y ait du poison quelque part dans le cadeau, si même il n'est pas totalement empoisonné. Et surtout qu'il abandonne une zone qui est officiellement pro-russe. Bien sûr,
Bien sûr, en fait, c'est pourquoi le retrait des populations, puisque comme la zone est pro-russe, ils craignent certainement puisse y avoir des exactions, mais dans les déplacements des populations, si on s'en tient au rapport de Amnesty International, mais ce n'est pas toutes les populations qui se sentaient pro-russes au point de vouloir être déplacées. Il y en a qui ont été déplacés de force. Il y a même des cas très difficiles où on a séparé même des familles, faire partir un garçon de 11 ans alors que le reste de la famille est laissé sur place. Donc ça également, ça pose question. Est-ce que la Russie a voulu juste partir avec ceux qui sont pro-russes, qui vont pouvoir aller continuer dans les zones où on a fait le référendum? C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a encore question dans ce retrait de Kherson. Il n'est pas clair que la Russie veut faire ce qu'on appelle véritablement retrait, c'est-à-dire laisser carrément la zone entre les mains de l'Ukraine. Alors, Mamadou, en termes du concret, et supposons que vraiment cette zone a été laissée par les Russes, est-ce qu'on peut interpréter cela comme un revers pour la Russie? Mais ça sera incontestablement un revers. Parce que dans une guerre, on a vu les Russes avancer pendant un temps. Tout le monde disait ils ont pris tel pourcentage du territoire, ils ont pris tel pourcentage du territoire. C'était de petites victoires. Mais de la même manière, si les Russes se mettent actuellement à perdre les territoires qu'ils avaient gagnés progressivement, ça devient également de petites victoires, mais plutôt cette fois-ci à la faveur de l'Ukraine. Quand il s'agit de Kherson, ça devient plus important parce que Kherson n'est pas un détail. Ce n'est véritablement un détail. La position géographique est une position également qui est intéressante pour la continuation de la guerre si la guerre va continuer. Mais en ce moment, effectivement, il y a revers. Maintenant, voulu ou pas, c'est là où se trouve l'équation. Quand c'est voulu, ce n'est plus un revers puisque c'est fait à dessein. Maintenant, si c'est la situation qui impose à la Russie de quitter Kherson, mais ça veut dire que l'Ukraine est en train de marquer des points. Alors, on nous dit qu'il y a des discussions sous-jacentes entre le Kremlin et la Maison-Blanche concernant justement cette guerre. Vous avez eu écho, Mamadou Diouf? Tout à fait, puisque comme tout le monde le voit de plus en plus, il y a l'Allemagne qui a refusé que des armements français passent par son territoire pour aller en Moldavie, bien sûr, pour s'approcher de l'Ukraine. Mais en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Belgique, les populations d'abord, ensuite des gens qui sont du côté du président, du camp du président, commencent à dire, mais attendez, on va aller jusqu'où dans cette affaire-là? Puisque la même réflexion de ce haut responsable militaire russe d'un point de vue typiquement militaire, mais la même réflexion se fait aujourd'hui d'un point de vue économique. Jusqu'où nous allons mettre en jeu nos économies, jusqu'où nous allons injecter de l'argent dans cette guerre avec l'Ukraine, tout en sachant que l'Ukraine n'a pratiquement pas de chance de pouvoir gagner la guerre devant la Russie. On finira par s'asseoir autour d'une table. D'ailleurs, la table est là. Il ne faut pas oublier que tout récemment, la Russie avait décidé de suspendre à nouveau cette possibilité d'exportation des céréales. La Turquie a encore joué son rôle pour pouvoir débloquer la situation, pour dire que les contacts ne sont pas véritablement rompus. Au niveau des États-Unis, effectivement, parmi les Américains aujourd'hui, il y en a qui poussent le président américain à vouloir faire pression sur Zelensky pour qu'il accepte de négocier afin qu'on puisse mettre fin à cette guerre. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, empêche Zelensky, Volodymyr, de négocier? Il y a le discours qu'il a tenu pendant longtemps. Vous savez, quand il faut rétropédaler, ça devient très compliqué. Pendant longtemps, il a montré qu'on va gagner, donnez-nous les armes. Il a appelé les populations à se battre. Il ne peut pas freiner comme ça subitement et puis dire négocions. Certainement, il va falloir trouver une circonstance lui permettant de pouvoir sauver sa tête d'abord, sortir également non pas par la petite mais par la grande porte. Et je crois que c'est certainement ça que les Américains et les Russes vont négocier pour que, quand on va dire que la guerre est finie, que Zelensky puisse dire mais nous avons gagné, mais au moins nous avons résisté malgré tout ce que la Russie avait comme capacité. La Russie n'a pas été capable de nous vaincre. Bon, ce serait une façon de dire nous avons gagné, bien que ça ne sera pas véritablement une victoire. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, difficile toujours de faire le bilan de cette guerre. Difficile de faire le bilan puisque c'est curieux. Quand les gens donnent des chiffres concernant leurs propres hommes, personne n'y croit.
Quand les gens donnent les chiffres concernant l'adversaire, personne n'y croit parce qu'on a tendance, bien sûr, à grossir ce chiffre-là pour faire croire à l'adversaire que j'ai des prisonniers, j'ai tué des gens chez toi, jouer un peu sur le moral des troupes adverses. Tout ça, c'est des stratégies de guerre. Comme quelqu'un l'a dit, le vrai bilan, on va l'avoir quand les historiens de guerre viendront faire le travail ou, de façon documentée, on va essayer de savoir il y a eu combien de morts, combien de blessés, combien de disparus. C'est en ce moment qu'on aura les vrais chiffres de cette guerre. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et après on reçoit l'invité du jour.